Bonjour Bilal. Bonjour Pauline. Il y a un mot qui revient ce matin dans les quotidiens, c'est chantage. Absolument, et vous venez d'en parler d'ailleurs avec Lynn dans la chronique économie. Le chantage, c'est évidemment le chantage de Moscou qui a interrompu ses livraisons de gaz russe à la Bulgarie et la Pologne. Et ce mot de chantage, c'est celui qui est utilisé par Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne. Alors la correspondante du Monde à Bruxelles rappelle que si ces deux pays, la Pologne et la Bulgarie, sont très dépendants au gaz russe, ils ne représentent à eux deux que 8% des importations de l'Union européenne. La question est donc, quels pays, au pluriel, seront les prochains sur la liste? Et l'article de rappeler, je cite, « Si l'Allemagne se retrouve privée de gaz russe, ce sera une toute autre affaire. » Et en effet, pour la presse allemande, ces sanctions russes sont un signal à destination de Berlin. Tout à fait, et c'est exactement le titre de cette analyse du quotidien Frankfurter Allgemeine. L'éditorialiste de ce quotidien conservateur rappelle que la décision de Moscou d'arrêter ses livraisons de gaz à la Pologne et la Bulgarie ne causera pas de difficultés importantes pour ces deux pays, puisque l'Union européenne pourra compenser cette absence de livraison. En revanche, elle doit être comprise comme un signal d'avertissement et un test pour l'Allemagne. Le Frankfurter Allgemeine fustige le gouvernement d'Olaf Scholz pour avoir en fait trop déclaré publiquement que l'Allemagne était vulnérable au niveau de ses importations de gaz russe. Il critique plus généralement la gauche allemande d'avoir été naïve vis-à-vis de la puissance militaire de Moscou. Et la solution pour notre éditorialiste, c'est une Allemagne, je cite, moins découragée, plus confiante en elle-même et en ses partenaires. Ce serait le bon signal à envoyer à Moscou. Et entre-temps, le Guardian souligne que la Russie continue de générer des milliards d'euros grâce à ses exportations de gaz et de pétrole. Absolument. Et alors accrochez-vous parce que le chiffre est assez vertigineux. Il faut savoir que, donc, selon le Guardian, la Russie a doublé ses revenus tirés des exportations de pétrole et de gaz russe depuis le début de l'invasion en Ukraine. Ça représente combien? Ça représente 62 milliards d'euros, dont 44 proviennent simplement des importations de l'Union européenne. Alors, comment on arrive à ce phénomène? Le Guardian explique, je cite, « Même si les exportations de la Russie ont été réduites par la guerre et par les sanctions, la domination du pays, donc la Russie, en tant que source de gaz, a signifié que la coupure des approvisionnements a fait monter les prix. » Et donc le Guardian, si vous voulez, poursuit, c'est simple, la Russie a pris l'Union européenne dans un piège, puisque à chaque fois qu'il y aura de nouvelles restrictions, eh bien à chaque fois les prix vont monter. Sur le plan diplomatique, cette fois, les efforts du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. Tout à fait. Alors, vous l'avez dit un peu plus tôt, Antonio Guterres est arrivé à Kiev. Hier, il était à Moscou. Sauf que le correspondant du Monde dans la capitale russe écrit d'emblée que cette visite n'a fait que démontrer le gouffre qui existe entre la vision russe du conflit et celle des pays ou des nations qui essayent d'obtenir à minima un cessez-le-feu. Donc, le correspondant poursuit, nous décrit cette visite en Russie. Antonio Guterres a rencontré Sergueï Lavrov, le ministre des Affaires étrangères russe, mais aussi Vladimir Poutine, qui lui a répété en fait ce que la Russie déclare depuis plusieurs semaines, à savoir que les accusations de massacre à Boutcha sont fausses, que tout ça, alors sa phrase exacte, c'est « vous avez été trompé », a dit Vladimir Poutine à Antonio Guterres. Donc pour Le Monde, le résultat de cette visite en Russie était connu d'avance. Aucune négociation significative ne pourra avoir lieu avant la bataille au Donbass, qui est perçue comme essentielle du point de vue de Moscou. J'ajoute qu'Antonio Guterres est attendu aujourd'hui à Boutcha et là il est en ce moment à Borodyanka. Donc ce sont des villes de la banlieue de Kiev où ont été commises des exactions qui sont imputées aux forces russes. Alors on va revenir sur le fait que la Russie, elle, semble tout de même peut-être s'enliser dans le Donbass. Tout à fait. Alors elle piétine selon ce titre de Libération, ce qui signifie à peu près la même chose. Le journal rappelle que certes les autorités ukrainiennes, et ça c'est assez rare pour être noté, ont reconnu une avancée de l'armée russe qui a pris plusieurs petites villes, mais poursuit le quotidien, les opérations militaires russes dans la région orientale ne semblent pas plus réussies
que les précédentes. On sait que la Russie s'est redéployée, en fait, à réviser ses objectifs pour se concentrer sur le Donbass, mais Libération cite le Pentagone et le ministère de la Défense britannique qui affirment chacun que les problèmes de l'armée russe ne sont toujours pas réglés, les mêmes qui existent depuis le début de cette offensive en Ukraine, à savoir 2 points noirs principaux: le manque de coordination au sein de l'armée, mais aussi un moral des troupes qui serait au plus bas. On va passer à la politique en France. Nous sommes toujours dans les conséquences de l'élection présidentielle. Et on va voir ça dans le Figaro. Tout à fait. Alors, on le voit ici. Le Figaro, qui est donc un quotidien de droite, de la droite entrepreneuriale et conservatrice, titre à propos du chef de la gauche radicale qu'il tente une OPA sur les partis de gauche. Alors, on sent qu'au Figaro, ils ont dû se faire plaisir de comparer Jean-Luc Mélenchon à un grand baron du capitalisme financier. Il n'empêche, ces jours-ci, le parti de Jean-Luc Mélenchon, qui a fait 22% à la présidentielle, la France Insoumise, est en négociation avec les autres partis de gauche qui ont été ultra minoritaires dans cette présidentielle. Aucun d'entre eux n'a atteint les 5%, pour créer une grande alliance et se présenter en front uni aux élections législatives du mois de juin. Sauf que ces négociations ne se passent pas apparemment si bien que prévu. Le quotidien explique que la France Insoumise de Jean-Luc Mélenchon aurait lâché une bombinette, c'est le terme, dans ces négociations, à savoir qu'il souhaite intégrer dans le programme commun de cette gauche une forme de désobéissance possible au niveau des traités européens. Ça ne passe pas du tout avec le Parti socialiste, mais aussi avec les Verts. Bref, il y a des divergences de fond, il y a aussi des rancœurs personnelles, puisque le quotidien explique que Jean-Luc Mélenchon savoure ce moment, qui est une revanche pour lui par rapport à ses anciens partis. Et le quotidien finit en citant l'un des élus qui participe à ces négociations pour avoir une petite idée de l'état d'esprit. Eh bien, il dit « l'état d'esprit général n'est pas bon ». Eh ben, comme ça, au moins, ça c'est dit. Enfin, on va passer à cette histoire qui se passe aux États-Unis, à Nashville. Absolument. Alors, quand on vous dit Nashville, Tennessee, chère Pauline, ça vous fait penser à quoi? La musique country, Johnny Cash. C'est exactement. Presley. Oui, tout à fait. On peut même ajouter Elvis Presley qui a enregistré ses grands tubes là-bas. Nashville, c'est la capitale de la country music aux États-Unis. C'est une ville qui est définitivement rock and roll. Sauf que Le Monde nous raconte aujourd'hui qu'il est parti. En fait, Le Monde est parti en reportage chez un pasteur évangélique de Nashville qui a décidé de lutter contre l'influence de Satan dans la société. Alors là, je vous dis ça, et en même temps, on voit le titre de l'article, on ne voit pas le rapport. Parlant. Voilà, on ne voit pas le rapport entre les deux. Sauf que selon ce pasteur qui s'appelle Greg Locke, l'un des outils d'influence de Satan ou du grand malin, peu importe ce qu'on veut l'appeler, eh bien, ce sont les livres de la saga Twilight et Harry Potter. Sa façon de les décrire, je vous le cite, c'est lui qui parle. Ces livres sont démoniaques, pleins de sorts, de métaphores et de nécromancie, ce qui est dans les cercles mystiques la magie pour relever les morts. Et donc ce pasteur a la solution. Il a décidé d'organiser des autodafés dans son église, c'est-à-dire de brûler des livres de la saga d'Harry Potter et de Twilight. Il faut quand même savoir que son église évangélique, c'est plusieurs milliers de personnes. Merci beaucoup Bilal, c'était la revue de presse. On se retrouve